Bonjour à toutes et à tous, nous voici sur le site des menhirs où nous avons enquêté il y a quelques mois. Nous sommes accompagnés d'un conteur qui aujourd'hui va nous expliquer la légende des Corrigans du site des menhirs. Nous n'allons pas dire sur quelle commune il se situe. Voilà, donc c'est parti pour la petite histoire. Lorsqu'on voit des pierres, on les touche. On les ressent. On ouvre les bonnes portes, comme on les referme. Lorsqu'on vit sur un site mégalithique tel que celui-ci, lorsqu'on sait les ouvrir, il y a certains lutins qui s'amènent. Le Corrigan, les Corrigans, plus précisément en gallois Coril, ou en irlandais Corlingan, dansaient toujours autour des plus grandes, sur les sites. Toujours, puisque c'était de toute façon des épingles entre le ciel et la terre, des liens entre eux et le ciel. Eux qui étaient petits, avec des figures et des visages un peu aigris, durs parfois par les traits. Les hommes en ont toujours eu peur, toujours. Mais l'histoire du Corrigan, ou du clan des Corrigans qui vivait ici et qui vit encore ici présentement, c'est celui que l'on nomme celui des pierres debout. C'est pas les Corrigans qui levaient les pierres, non, non. Eux les bénissaient après que l'homme les ait levées. Les Corrigans venaient la nuit, sans feu, toujours avec une torche. Illuminaient toujours les pierres de leur torche comme si c'était une voie à suivre. Elle prenait toujours un sens, puis un autre. Toutes les voies où Corrigans sont, la voix est chantée, de début jusqu'à la fin. Et on refermait les bougies, les feux, les lumières, les lanternes, les unes après les autres quand on avait fini le chemin. L'histoire du Corrigan ou du clan de Corrigan que je vais vous conter, c'est celui de ces pierres levées, ces pierres des ancêtres, liées à la terre. Il y en a même qui sont restés dans les pierres pour les protéger, ou leur poser des marques. Personne ne le vit, comme certains d'entre nous. Mais d'autres les voient la nuit, s'illuminer, lorsque les premiers pas de danse se sont donnés. Le Corrigan, le clan des Corrigans, était sur ce site-là pour non pas que bénir, mais aussi alléger le lieu, nettoyer le lieu dans le sens énergétique, rallier les pierres entre elles pour qu'on puisse communiquer avec les défunts. Les Corrigans sont un peuple terrestre, mais aussi souterrain. Ils se promènent dans des niches. Et vous voyez que dans tous les menhirs, la manière où le menhir est installé, il y a toujours des creux. Toujours. Ou des entraves, ou des cassures sur le bas. Ainsi que d'autres. Et ainsi de suite, soulevés à moitié. Ça, c'était des abris à Corrigan. Mais les grandes qui sont levées sont plus que ça. C'est les balances du lieu. Ce Corrigan, dont je connais le nom, qui était le chef de ce clan, qui s'appelait Umtak. Soulever une pierre aussi grosse que celle que vous voyez tout seul. Il n'était point un géant, mais il avait une grande magie. Ce Corrigan s'amusait à faire des serpentaires entre les menhirs
pour les bénir tous en même temps, pour laisser place aux plus jeunes à apprendre et à toucher chacune des pierres pour les allumer la nuit et pour ensuite les éteindre le jour ou l'aube venue. Puis un jour, il a arrêté de faire les serpentaires autour des pierres. Il s'est mis au milieu et il a disparu d'un coup. Comme par enchantement, c'est devenu une des pierres. Toujours la plus haute. C'est bien pour ça qu'on va aller le voir. Il est dit que sur les menhirs, dans tous les alignements mégalithiques, il y a toujours un petit être qui se cache. Il y a toujours des symboliques qui se forment sur les pierres. Des symboles, des figures, des visages, des yeux, des arcades sourcilières ou même autre chose. Les pierres sont toujours vivantes et elles le sont toujours, en l'occurrence en étant en lien avec le ciel et la terre. Ce site-là est un des plus anciens de Bretagne. Le Corrigan, c'est pas moi. Mais celle-ci fait à peu près, en envergure, à peu près bien 5 mètres 30 de haut, voire 6. C'est la plus haute du site et la plus excentrée. Le Corrigan, si vous fixez bien la pierre, vous allez voir un visage avec un gros nez rond. Si vous le regardez bien, il est toujours ici. Là, c'est l'œil, le deuxième, le museau. Ça, c'est le menton. Il est toujours gardien de ce lieu. Et quand on touche, on te demande la permission d'allumer les menhirs. Qui sait? Peut-être qu'on devient un peu un Corrigan. Les Corrigans font partie du folklore gallois, irlandais et écossais, ainsi que celtique. Ce sont ceux qui équilibrent les masses et les pôles énergétiques les plus hauts lieux de Bretagne aussi, comme à Carnac, où la danse de minuit se fait. Et puis il y a des pierres qui laissent transparaître des jeunes Corrigans. C'est pas forcément que des golems, ni des géants de pierre, mais ils sont bien petits et ils ont toujours une symbolique. Comme par exemple les 3 pierres qui sont derrière vous, c'est la Sainte Trinité, qui forme un triangle isocèle parfait, donc une pyramide pointée vers le nord. Il y a toujours un symbolisme à toutes les pierres. Mais les symboles le plus fort, c'est celui de le vivre, de les ressentir et de les toucher. Lorsqu'on les touche et qu'on s'écoute, on devient qui sait, peut-être un bout de pierre, peut-être un Corrigan, peut-être on voit, et cela nous permet de voir au-delà du voile. Les chemins sont longs parfois, entre les genêts et les joncs. En cette période hivernale, malgré tout, même si on dirait qu'ils sommeillent tous, détrompez-vous, qui sait, un Corrigan peut-être derrière vous. En attendant, le conte là, c'est celui du Corrigan de ses alignements. Ce chef-là s'est transformé en pierre pour la bonne et simple raison, c'est que de par leur âge, les Corrigans retournent à la terre. Et il a pris le choix. Dans un air du temps, on en oublie tout ça. À regarder autour de nous, à regarder et voir dans les pierres, dans la moindre écorce. Leur souffle est là, leur danse est là. On les entend même, parfois, dans les fourrés. C'est ce qui est magique, c'est que ces pierres-là sont tous, en quelque sorte, des Corrigans gardiens du lieu. C'est un lieu où il y avait beaucoup de cérémonies druidiques aussi, gauloises, ou pré-celtiques. En attendant, elles sont là pour nous témoigner des ancêtres des magiques,
des êtres magiques à part entière qui ont fait toutes ces contrées ou toutes ces légendes, qui les ont écrits, même vécus et même vus. On peut dire que d'un conteur je suis, oui, mais aujourd'hui je les vois encore danser autour de leurs pierres. On les entend chanter. On les entend rire et allumer les feux. Et ce grand chef, Corrigan, qui les protège. C'est un peuple de terriers aussi. Ce que vous voyez visiblement à la surface, c'est la même chose à l'intérieur de la terre. Ici, il y a des maintes et maintes galeries cachées en dessous les pierres qui sont en reliance avec le cœur de la terre. Les Corrigan puisent leurs énergies de là. C'était des chasseurs de trésors, aussi un peu comme les léprechauns chez nous les Irlandais. Mais en attendant le Corrigan de ces alignements, si vous écoutez le silence, si le silence se fait, vous l'entendrez peut-être, tel hué comme une chouette. Merci de m'avoir écouté et merci à l'équipe. De rien. Gratitude. Alors nous revoici donc encore accompagnés du conteur. Nous allons parler donc du coup par rapport au ressenti qu'on a eu sur l'enquête. Il y a quelques mois, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a fait une enquête sur le site des minières qui est autour de nous. On a commencé l'enquête ici, on était là, on avait le K2 et le K2 il a été jusqu'à l'orange, si c'est pas le rouge, et on a senti une certaine concordance en fait entre les réponses. Donc c'est pour ça qu'on voulait savoir tes ressentis par rapport à ça. Et on a, alors c'était surtout là, en fait, par là, et aussi ici, là. D'accord. Voilà. Alors déjà, ici, vous avez une entrée, vous avez une porte mégalithique. Quand il y a deux pierres comme ça, c'est un haut pôle énergétique du lieu. Donc quand vous rentrez d'un côté, il faut toujours demander la permission d'un côté et refermer derrière. Et si la porte, il y avait quelqu'un qui est passé et qui l'avait laissée énergétiquement parlante ouverte, vous avez pu, les entités, les esprits qui auraient pu errer sur le lieu, puisqu'il y en a de toute manière, ou même les petits peuples, peuvent communiquer avec vous par les instruments, quoi. D'accord. Du coup, les réponses qu'on a eues sur le cadeau, on a demandé si c'était un homme. Donc ouais. Ça nous a... voilà, ça nous a dit que c'était un homme. Ouais. On lui a demandé si c'était le gardien du lieu, il nous a dit non. On a demandé si c'était un Corrigan, il nous a répondu non, il me semble. Donc c'est pour ça en fait qu'on se posait des questions par rapport à ça. Alors, justement, comme on disait tout à l'heure, il y a une trentaine, enfin même un peu plus, peut-être 100 ans, 150 ans, on en a rien. Il y a un druide qui vivait dans le coin de ce coin-là, de ce village d'où vous venez, et puis entre guerres, si vous voulez, et ce village-là. Oui. Et ce druide-là faisait partie de la collégiale d'Arbro, qui étaient les chênes, les grands chênes, et qui était en lien avec Pimpon, hein, bien sûr. Et il est venu mourir ici. En fait, il est venu faire sa dernière contemplation un jour d'été et il est décédé au pied d'une pierre, endormi au pied d'une pierre. D'accord. Donc il peut y avoir eu en effet une manifestation de cette personne-là, parce que c'est pas un gardien, mais c'est un esprit libre tout en étant errant et tout en étant dans l'histoire. Une fin triste malgré tout, mais heureuse, puisque chez nous les druides, de toute façon en étant druide, y a pas, le mot mort n'existe pas en fait. Nous c'est un renouvellement, en fait. C'est une fête. Ouais. Et du coup pour lui c'était peut-être sa fête à lui de venir mourir sur le lieu qu'il a toujours défendu, quoi.
et qu'il a toujours ramé. Voilà. Durant les réponses qu'on a eues, justement, il y a quelque chose qui nous avait interpellé parce que justement, on a demandé si l'entité en question faisait partie du lieu et elle nous a répondu oui. Alors, donc ça pourrait concorder. Alors en fait, cette personne-là, de toute façon, à partir du moment où elle est décédée sur le lieu, les pierres sont quand même comme des éponges énergétiques. Et en fait, l'empreinte de cette personne-là, aujourd'hui, est dans toutes les pierres. Donc je ne sais pas, vous avez sûrement dû avoir le druide décédé au pied de la pierre, qui était forcément la pierre du chef, puisqu'il connaissait l'histoire du Corrigan que j'ai conté tout à l'heure. Et de tous les Corrigans d'ailleurs, puisqu'il allait sur Karnak aussi avec une autre collégiale qui était collégiale druidique, hein, je parle bien. Il faisait des assemblées ici, entre 4 collégiales. C'était des assemblées secrètes, parce qu'on ne pouvait pas assister avant, à l'époque. Ce lieu-là n'était pas ouvert au public. Il était complètement dans les forêts, on ne le voyait pas de la route et on ne le voyait pas du tout en fait. C'était, et du coup, quand les druides, les cercles de druides se réunissaient, c'était pour les solstices ou les équinoxes. D'accord. Oui. Pour les très très grandes cérémonies. D'accord. Justement, il y a suffisamment de place pour accueillir au moins, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a bien la place pour atteindre 200 à 250 personnes en étant en cercle. D'accord. Donc du coup ici les druides ils faisaient quoi des rituels de la Beltane, des rituels de l'équinoxe du printemps, il y avait la Yule le 21 décembre, il y avait la Samhain le 31 octobre, il y a les autres fêtes, les 8 fêtes celtiques qui sont très importantes. Les deux équinoxes et les deux solstices, déjà ça en fait 4, avec la Samhain, la Yule, la Beltane en mai et Lugnasad en août, ça fait 8 fêtes qui sont incontournables pour les druides. Et du coup, aujourd'hui, on les voit plus vraiment faire ça à ciel ouvert, c'est-à-dire à l'œil des gens, mais toujours un peu plus discret. Aujourd'hui, ça s'est retourné un peu dans le mystère. Justement, c'est ça qui fait le mystère de tous ces lieux énergétiques. On les voit pas, mais ils sont là. Et il vous l'a montré, je pense. Oui, on va en parler tout à l'heure. C'est que on prenait en fait, donc comme on disait tout à l'heure, on a une amie qui était avec nous sur l'enquête, qui a pris des photos et elle a pris des photos. Donc il y en avait certaines qui étaient de bonne qualité. Et de l'autre en fait où les qualités c'était une brume orange quoi. Et la brume orange, moi je prends des photos aussi la nuit et les brumes oranges sont des brumes on va dire métaphysiques d'énergie pure qui proviennent de la Terre, c'est des énergies terrestres, c'est un effet géobiologique et ça peut toucher parfois des êtres, des entités dans lesquelles ils passent à travers pour qu'on les voie. D'accord. Justement, parce qu'ils savent qu'on peut fait des photos, on fait des films, on fait plein de choses. Et du coup, ils savent pas, ils n'ont pas conscience. Mais parfois, si vous avez la chance, parce que c'est vrai que... On a vu un visage sur la brume orange. Voilà, notamment où on va aller tout à l'heure sur le secteur où il y a la petite maison là. On a vu comme un visage en fait dans une des brumes qu'on a pris en photo. Et puis on s'est rendu compte en fait qu'à chaque fois qu'on avait une réponse, que ce soit sur le REM, sur les appareils et tout ça, sur le dictat, y avait une photo orangée avant, après, enfin voilà. Ça veut dire que c'était en montée énergétique cosmotellurique aussi. C'est-à-dire que tout le lieu actuellement, là on est en hiver, donc on est un peu dans une basse fréquence. Après Yule est passé quand même le 21 décembre est passé. Yule ça se fête le 21 décembre et du coup là c'est dans la redescente. Donc du coup, point de vue énergétique, il y a des énergies qui se baladent, il y a des entités qui se baladent ou des esprits ou des petits peuples ou autre chose. Mais on les ressent beaucoup moins en fait. Ça s'endort un peu jusqu'à mi-février et ça remonte début mars à l'arrivée du printemps en fait. Enfin, fin mars, début du printemps. Début du printemps, début mars,
après les dernières gelées vraiment grosses, voilà, ça commence à remonter énergétiquement parce qu'il y a des couloirs cosmotelluriques qui sont très forts en fait. D'accord. Et alors tout à l'heure, tu parlais que les menhirs étaient des éponges, donc. Oui, c'est des éponges, mais c'est plus. Moi, j'aurais pas dû dire ça comme ça, mais c'est plus des aiguilles cosmotelluriques, c'est-à-dire que ils aspirent. Si une personne décède là, l'âme n'est pas emprisonnée du tout, mais enfin l'esprit n'est pas emprisonné, mais il est présent puisqu'il a laissé une entraide. Un conducteur voilà. Peut-être, oui. Ouais, c'est un peu, on va dire, un générateur Ces endroits-là sont énormes, hein, parce que c'est des endroits qui sont générateurs d'énergie. Ce qui se passe, c'est que ces pierres sont, oui, des catalyseurs, en fait. Voilà, c'est des catalyseurs, ouais. Des antennes. Et du coup, sont liés à des énergies cosmotelluriques et du coup, ça crée une espèce de, oui, d'effet éponge en fait, ouais. D'effet à valeur, tu vois. Et du coup, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui décède là et c'est à coup sûr que vous le retrouvez sur la Ghostbox. D'accord. Si par exemple, par exemple, c'est même pas par exemple, parce ouais. Que il faut savoir que Mont-Neuf a été occupé lors de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Est-ce que tu penses qu'il est probable qu'il y ait eu une bataille ici, au niveau des menhirs, qu'il y ait eu des défunts? Alors moi je pense que, je vais juste te dire juste comme ça, je pense que au niveau des menhirs, peut-être pas, mais autour des menhirs, oui. Donc derrière, comme ils attirent les menhirs, forcément, ils vont pas rester dans un petit bois, dans un bosquet. Ils vont là où ils peuvent se charger pour se faire ressentir, quoi. Et du coup, c'est pour ça que des menhirs comme ça, on les appelle les pierres des ancêtres, parce que c'est toujours les ancêtres qui sont là. Ouais. Puis c'est aussi, c'était lié aux dieux, c'est-à-dire au dieu Lug, au dieu Dagda, enfin tout ça, quoi. Chez nous, du moins, en Celtique, en Bretonie, quoi. Donc du coup, il y a plein d'histoires qui peuvent revenir à travers un site comme ça. Ça reste pas que sur une histoire d'un druide qui est décédé. C'est toute des lignées et des lignées. C'est sur des millénaires, puisque de toute façon le site là ça fait des millénaires. Un des plus vieux qui existe en Bretagne. D'accord. Donc du coup on va parler de ce qu'on a vécu là. Ouais. Bien, on va aller voir. Alors durant l'enquête, on était parti de ce côté là-bas. D'ailleurs, tu vas nous montrer aussi l'emplacement où il y a les 3 menhirs. Ouais. J'ai déjà montré, c'était là, en face. On va y aller, parce que moi, j'ai pas vu du coup. Je veux voir. Et puis du coup, qu'on a vu aussi l'animal, parce que ça peut être du coup comme un sort d'animal, parce qu'au début, on savait pas trop, ça peut être aussi du coup... on va oui, on va en parler après de toute manière. Alors du coup, le site où il y a les 3 menhirs. Alors le site qui a les 3 menhirs, comme j'ai expliqué tout à l'heure à Alex, il se trouve là-bas. C'est-à-dire que c'est 3 menhirs qui sont en retrait, en face de la plus grosse pierre qui est là-bas, qui est la chef, on va dire, le chef Corrigan qui s'est transformé en pierre à la fin de sa vie pour protéger le lieu. Mais les 3 pierres qui sont là, je les aime bien parce que c'est les seuls qui sont réellement en formation d'un triangle isocèle, vers le nord plus précisément. Et bizarrement, si vous regardez bien, la pierre est en face. Ah oui, en effet, oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ici, si on va faire un test, tu vas vivre quelque chose. Prends mon bâton, là, tu le prends là, ferme les yeux. Je dois ressentir quelque chose. 1, 2 et 3. Je sens de la chaleur déjà. D'accord. Et je sens qu'on m'attire en arrière. C'est ça. En gros, là tu es sur un pôle cosmotellurique très très dense. C'est un vortex blanc de lumière. Donc en l'occurrence, il est vers le nord. Donc c'est comme tu considères, on va dire, le bâton, mon bâton,
copain avec les petits peuples, tu le sais bien. Là, c'est une porte. D'accord. Donc la chose, c'est que là, tu vois, là, il commence à faire un peu la pénombre. Hein, et moi, ça y est, j'ai ma vision qui change. Donc tu vois, il y a des choses autour. Et c'est pas forcément mauvais, mais les énergies sont là. Elles se lèvent, elles viennent de la terre, elles montent dans le bâton et elles diffusent sur les 3 pierres qui créent un siphon énergétique vers le haut et vers le bas. D'accord. Et donc le grand menhir, c'est celui qui est là-bas? Non, en face là-bas. Ah, il est là. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Alors c'est celui-là le plus grand, parce que l'autre, les 2 autres plus grands sont là. C'est celui-là là-bas. Et si tu regardes bien, ça fait une formation triangulaire aussi. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, ça fait une formation triangulaire. Quand tu prends ce menhir-là, celui qui est là-bas et celui-là, c'est exactement pareil, ça fait... Voilà, donc il y a toujours des concordances en fait. Si vous êtes sur une branche haute ou une branche basse du site, vous n'allez pas avoir la même polarisation et du coup ça peut expliquer aussi les phénomènes. D'accord. C'est hyper intéressant, mais c'est vrai qu'on s'en était pas rendu compte. Parce que justement, les polarisations des pierres sont importantes. Je sais pas si tu as remarqué, mais on est là, au milieu des 2 rangées de 2. Regarde, il y a 2 rangées là, et il y a 2 rangées là. Et on est au milieu. Et si tu regardes bien au milieu, regarde qui c'est qui est là-bas. La pierre où on était, qui est un peu soulevée, qui devrait être droite, il y a 3 pierres normalement droites qui s'appellent la Trinité, corps, âme et esprit. Et du coup, c'est les liaisons entre les 2 mondes. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Le monde des vivants et le monde des enfants. D'accord. Et ici, on est dans le monde magique. D'accord. Enfin, oui, parce que la Sainte Trinité, c'est le corps, âme et esprit. Mais en magie, en alchimie, c'est totalement l'inverse. C'est un tout. D'accord. Et ce qui fait que ça fait une porte. Je suis un ouvreur de porte comme un gardien aussi, mais je connais le lieu depuis longtemps. C'est même les petites pierres. La fois où ma fille, j'avais 4 ans à l'époque, est venue la première fois là, elle a touché la toute petite pierre, la plus petite pierre qu'elle a là, juste à côté de nous. Elle l'a attrapée et lui a fait un gros câlin. Vous savez pourquoi? Non. Tout simplement parce que, justement, c'est la seule qui est comme ça. Et c'est la seule sur le site que vous trouverez comme ça, pour la bonne et simple raison, c'est qu'elle est en centrale. D'accord. Et c'est la plus petite. Et ma fille, elle est par là. Donc, vous dites bien, les enfants aussi, on ressent les énergies. Ah oui, d'accord. Et c'est bien pour ça qu'ils sont à taille de Corrigan, les enfants. Et ils voient parfois plus de choses que nous. Tout à l'heure, ce que ton fils a fait, moi, ça m'a un peu perturbé. Il a 16 mois. Voilà. Ouais. Je sais pas si c'était... Il y a une chose qui est marrante, c'est que je sais pas si là il n'y a plus personne. Tu peux regarder les pierres. Regarde les pierres. Et si tu regardes bien les pierres, les couleurs des pierres, elles sont en train de changer. Il y en a qui s'allument à moitié et il y en a d'autres qui ne s'allument pas. Et celle qui ne s'allume pas, c'est celle en granit gris. Pourquoi? Parce que c'était des corrigans à peau grise, donc des elfes gris. D'accord. Les corrigans étaient très proches des elfes gris aussi. Les menhirs ici, c'est tous du granit ou il y en Alors, a c'est que du granit. Alors, il y a du granit rouge comme on connaît sur le Brocéliande, il n'y a que ça. Et il y a du granit gris aussi. D'accord. Et il y a du granit blanc qui est sur le chemin tout en bas. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait. Non. Mais ce chemin-là, cette boucle-là qui revient sur le truc d'exposition qui est là-bas, qu'ils ont fait sur le site, qui est très intéressant aussi quand ils font des manœuvres pour montrer comment ils faisaient à l'époque. D'ailleurs, bravo l'association qui veut sauver l'endroit, c'est très bien. Cette pierre-là, elle est toute seule. Mais quand tu la touches, tu ressens toute l'énergie du lieu. D'accord. C'est le quartz blanc, enfin le granit blanc qui est composé aussi de quartz blanc, parce qu'il y en a beaucoup aussi en intraterre ici. Et c'est hyper chargé et du coup cette pierre-là, elle est considérée comme un pôle électromagnétique très dense et c'est très bon pour aller se décharger, se purifier des résidus négatifs. D'accord, ok. Bon, du coup, on va aller voir, on va t'expliquer ce qui s'est passé la dernière fois lors de l'enquête.
On va retourner sur le site là-bas. Mais c'est hyper intéressant parce que tu vois cette histoire de forme triangulaire sur les menhirs, tu ne nous l'aurais pas expliqué, je l'aurais jamais comprise. Enfin, j'aurais jamais. Mais si celui-là on le voit quand même que ça fait un triangle, là, Quand tu regarde. regardes, ça Oui, fait c'est deux vrai. triangles là, Ouais, et c'est puis vrai. le triangle. Ah là par aussi, là, ouais. Et du coup, de l'autre côté, si tu regardes bien, c'est différent. C'est deux lignes. Ouais, Et là c'est vrai. deux lignes. C'est ouais. le monde des vivants, le monde des défunts. Oui, c'est vrai, c'est. Eh ouais. C'est comme celle-là, ces trois pierres-là, pour les ancêtres. On disait que c'était une sainte trinité d'enfants. Alors les enfants, c'est pas Et forcément. puis ça monte en les enfants. grandeur, ça fait petit, Oui. Mais moyen et c'est des grand. enfants, les enfants du site. D'accord, C'est-à-dire son frère et sœur. d'accord. Ouais, il y a une. T'as vu, ça monte comme s'ils étaient le petit frère, le grand frère ou le. Oui, c'est vrai, ouais. Et en l'aîné. grand. Et l'aîné, voilà, l'aîné, le dernier, puis le milieu. Et le fait d'avoir des formes de menhirs comme ça t'évoque quoi? Comme une... Alors ça, c'est pour moi, c'est un bon. Celui-là, normalement, il devrait être debout. C'est une porte, normalement. En gros, c'est une porte et il devrait être debout. D'accord. C'est-à-dire qu'il devrait faire comme l'autre là. Tu sais, les deux autres qui sont là-bas. Ouais. C'est comme il a une masse et une base plus fine, il a sûrement cassé en dessous et il est tombé. Donc D'accord. imagine que tu l'es droit. Et si tu regardes bien, tu aurais eu 3 pierres en fait à l'entrée du domaine. Ah oui, c'est vrai. hein. Parce que D'accord. là c'est une grande salle. Si tu veux, ici c'est une grande salle de cérémonie. Les cérémonies ne se passaient pas à l'extérieur des pierres, elles se passaient toujours à l'intérieur, comme au jardin aux moines. D'accord. Ok. C'est vrai qu'on aurait pas Parce su que que- c'était tombé, on aurait pensé à une tombe aussi, Oui, la stèle alors et puis c'est le. pareil, il y a celle-là, mais il y a l'autre à Oui. l'entrée qui est vraiment... Couché, Celle-là ouais. me fait vraiment penser à une tombe. Oui. Et à chaque fois que j'y vais, moi, déjà quand ma femme se couche dessus, pour se reposer au soleil et tout l'été quand on vient, elle s'endort. Mais elle s'endort à plus pouvoir se réveiller. Donc c'est un Et peu oui, la c'est- petite mort, on va dire. Ah Le ouais, sommeil, on d'accord, l'appelle ouais. aussi la petite mort. Voilà. Ah oui, donc c'est. C'est vrai que c'est curieux quoi. Ouais, c'est curieux, ouais. C'est pas forcément curieux, c'est juste que c'est le terrain qui a travaillé de telle manière et qui a donné les signes, c'est tout. Il faut écouter, il faut apprendre de tout ça, de l'environnement, des choses qui sont qui ressortent en fait. Sur des sites comme ça, on n'y rentre pas n'importe comment aussi. C'est ça aussi. On passe toujours entre deux pierres droites. C'est des portes, on les ouvre et on les ferme, toujours. Et c'est ce que j'ai fait quand moi je suis rentré. Je suis passé par là-bas et je ressortirai par là-bas, c'est sûr. Vous n'allez pas me voir passer, bon moi je passe par là quoi. C'est Ouais. net. Non, non. Au pire, même si je ressors par là, je repasserai par la porte par où je suis passé, je ferai le tour pour la passer. Parce que ça engendre un respect de l'énergie du lieu et c'est aussi un respect de l'endroit électromagnétique et des courants énergétiques. Il faut penser que nous, l'homme, on est un courant électrique dans ces lieux-là. Une énergie qui vient parasiter le champ. Ouais. Et du coup, on est invité sur le lieu, bien sûr, forcément, mais il faut le faire bien. Ouais. C'est ça que j'arrête pas de dire aux gens, Mm. de faire attention. Parce que si on prend une mauvaise porte, qu'on la referme pas, on peut avoir de mauvaises surprises. Les Corrigans qui vous balancent des blancs à 5h du matin. Ah oui, d'accord. Donc du coup, donc pour t'expliquer, donc on était donc Là on était non derrière. On va aller derrière. Ah oui, celle-là On aussi. était, Ah oui, celle-là aussi elle est grande. on était Celle-là exact- aussi, elle est belle. Ouais. Donc on était exactement là et on a l'enquêtrice qui était avec nous qui prend une photo de là en fait des menhirs. Elle voit une barre blanche. Il y a rien qui peut créer une barre blanche. hein. Non, non. Donc on se pose des questions, voilà. On retourne par ici. Donc là, et Là, ouais. on avait donc l'ami, donc le mari de cette enquêtrice là qui Juste était devant. avec nous, qui marchait et moi J'ai déjà. j'ai dit oui Amélie dit avoir vu quelque chose près de toi, Voilà, Guitou, déjà comme- à l'œil nu je vois quelque chose passer. Je dis tiens c'est bizarre, est-ce que c'était vous qui passiez à côté? Je Et- répète, c'est Ouais. à Guitou, oui Amélie aurait vu quelque chose, et pile à ce moment-là, tu revois un truc On voit un translucide, bras en fait derrière pas un son bras, dos Amélie qui ça fait, faisait une tête et des jambes, moi je te dis.
Oui, enfin, Et qui courait, tac, comme ça. il y a quelque chose, une espèce de forme translucide qui passe et moi j'ai eu l'impression que ça faisait ça comme ça. Alors, les corrigans, la nuit, ils ont la faculté aussi d'être invisibles, de se rendre invisibles. Ensuite, pour les déloger, c'est bien simple. Pour les voir beaucoup mieux la nuit, même la nuit, alors que la nuit est claire, par exemple, en soir de pleine lune, le truc à faire, c'est de prendre une poignée de terre du lieu, là maintenant, à C'était une pleine lune, en plus. C'était une pleine lune. et en dans plus. la main, et vous la grattez. Et ils supportent pas les grains de terre qui se frottent. Et du D'accord. coup, ils vont bouger. Et si vous savez qu'il y a un corrigan autour, il va bouger. Et c'est là que, forcément, il va bouger, oui. C'est sûr qu'il va bouger. Donc c'est vrai que c'est Du quelque coup, chose qui on nous se a- demande si c'est un Après, la corrigan pas barre qu'on a blanche, filmé. pour Ouais. moi, c'est le barrière de la voile, du voile. C'est-à-dire que tu es quand même sur un lieu hautement magnétique, mais électromagnétique, mais aussi magique, dans le sens où il y a un voile qui couple notre monde avec le leur. Et je pense que la barre blanche, c'est le voile. Et que ce que vous avez vu derrière, je pense que c'est bien possible que ce soit un petit peuple. Oui. D'accord. Donc tu vois, c'est bien un petit peu peut-être. Parce que c'est vrai que ça, moi c'est la sensation que j'ai eue, que c'est comme si ça courait derrière quoi. Parce que ça peut pas courir vivement une entité humaine ou animale à la rigueur, mais surtout les entités humaines en fait, elles peuvent pas courir aussi vite que ça. Elles peuvent se déplacer sans toucher le sol, mais elles ne peuvent pas se déplacer aussi vite que ça, aussi vivement, comme si elles avaient les pieds posés sur la terre. Donc en l'occurrence, pour moi, oui, c'est un petit peuple. Il n'y a D'accord. pas photo. Et c'est comme de toute façon quand tu parles de corrigan que tu le vois, donc Oui, Les c'est vrai. corrigans oui. font entre 40 et, comme j'ai dit, 1 mètre au grand maximum, les Mais plus, c'est les des plus petits, grands, hein. les plus vieux. Mais comme ils sont petits, les plus jeunes sont entre 40 et 60 cm. Et ils sont très très vifs, très très vifs. Ça va très très vite et ça peut monter dans un arbre, à une cime d'un arbre pour vous balancer des glands la nuit. En moins de... Il est là, 1 minute après, il est en haut. C'est comme un écureuil, ça monte aussi rapidement, quoi. et c'était petit qu'on a vu. Hein. Oui, c'était petit, ouais. Ah non, mais de Ouais. toute façon, il y en a des petits, c'est haut comme ça, hein, c'est vraiment pas... Ça court très très vite. Ça dépasse une vitesse de, on va dire, humainement, hein, on part sur le repère humain 10 km/h. Parce que je suis pas sûr qu'ils comptent leur km/h, mais nous on va prendre quand même le km/h pour à peu près une trentaine à 40 km/h sur les déplacements rapides. Donc si vous êtes à l'arrêt, ça vous donne une sensation que l'entité, enfin que l'esprit de la nature se déplace à plus de 80 km/h. Ça D'accord. double. C'est-à-dire que ça peut être très très vif et très 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 furtif quand on le voit, on l'aperçoit. Mhm. Là, je sais Et- qu'il y a... oui. Et c'est vrai que quand on a fait l'enquête, on entendait tout le temps des... Bon, on est entouré d'arbres, de forêts, voilà. Mm. Mais on a entendu des pommes de pin tomber. Donc c'est là que je réagis à ce que tu me disais par rapport au blanc. Bah oui. On entendait des pommes de pin, à chaque fois on se disait qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce Alors, qu'il ce y qui se a. passe, c'est que les corrigans sont gentils, sont pas mauvais, sauf si on ne suit pas les règles du lieu. Bah, on faut les connaître, bien sûr. Bon, bah, s'ils le savent au fond d'eux, ils savent que si vous n'êtes pas initié au lieu, ils vont pas vous canarder, mais par contre, ils vont se montrer. Ça, c'est sûr. Ils vont se montrer d'une manière qui vont vous faire penser que c'est de l'agression ou de la défense, alors que c'est D'accord. pas du tout le cas. Et en fait, c'est de l'observation surtout. Ils observent beaucoup. Et pour ça, ils s'amusent à balancer, à voir votre réaction, voir si vous avez peur, si vous êtes capable de soutenir ça. Et ils sont légèrement espiègles et aigris en même temps. D'accord. Aigris, c'est-à-dire mauvais caractère, qu'on le voit très peu. C'est aigri, le côté aigri du caractère du corrigan, c'est l'espièglerie mesquine, méchante, fourbe. C'est-à-dire, on va marcher, on va rien voir, on va se retourner, on va se prendre un gland ou une pine de veine dans la tête. Ça m'est arrivé. D'accord. Et Sympa. pas avec un corrigan, avec une autre espèce de petit peuple qui est intéressante D'accord. à observer. D'accord. Oui. D'accord. Du coup, on va aller vers la maison aussi, les résultats qu'on a eus. Et puis après, La maison là-bas.
Elle est... Ouais, La maison en paille. Oui, là, en paille, elle est voilà. par là-bas. On coupe et on reprend à la maison en paille. Alors on est dans la chaumière où la dernière partie de l'enquête a eu lieu, où il s'est passé pas mal de phénomènes, des expériences personnelles. Donc Alex était assise exactement à la même Aussi, place voilà. qu'il est. À peu près, ouais. Moi j'étais assise là. Oui, là il n'y avait pas encore le rondin de bois, moi j'étais là. Si, le rondin de bois, ils l'ont approché parce que j'étais pas si près du... pour le feu. Ah oui, je sais pas. Enfin bon, bref. Ouais, et donc Sandrine était là. Guitou était Guitou en assise face par là-bas, voilà. Et donc durant cette enquête-là, 4 fois de suite, j'ai vu une silhouette passer à côté d'Alex. Enfin, c'était pas une silhouette, c'était plus un visage. Un peu comme si je voyais pas le corps, je voyais pas les yeux ni rien, mais je voyais une forme lumineuse à côté de lui. Alors ils ont reconstitué cette chaumière justement parce qu'ils ont trouvé les restes d'une chaumière ici. C'est-à-dire que c'était habité. C'est-à-dire que c'était on va dire un peu un fermier quoi. Peut-être il y avait quelqu'un. Il y avait une famille qui vivait là, d'accord. Ouais, il y avait quelqu'un. D'accord. Donc en fait ça a été reconstitué vraiment sur une habitation d'origine. Oui, exactement. De la même manière en plus. Donc, qui a été faite de la même manière, puisqu'avant, normalement, a priori, vous voyez, il y a une partie pour les animaux, pour garder la chaleur l'hiver, et de l'autre côté, vous avez le côté habitation, avec le feu. Et les animaux étaient souvent soit d'un côté ou soit de l'autre, et en fait, ça gardait la chaleur des animaux, en plus du feu, même s'il n'y avait pas de cheminée comme on connaît aujourd'hui, ça gardait la chaleur à l'intérieur. Et c'est pour ça que il y avait beaucoup voilà, et les paillasses étaient souvent là-bas, ou dans le coin, ou dans un autre coin, parce que voilà, ça gardait la chaleur. Et en fait, c'est pour la chaleur surtout. Et l'hiver, c'était très très frais. Donc en fait, c'était super agréable de vivre dedans. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui rêveraient de faire des trucs comme ça pour vivre l'été dans des maisons comme ça. Après, oui, par rapport à l'histoire, je pense que oui, il y a bien eu des traces d'une famille ou peut-être qui sait du druide qui habitait là. Parce que ces druides, les druides de l'époque n'étaient pas que des voyageurs. Ils aimaient aussi être sédentaires, rester sur place pour protéger les lieux, amener les gens. C'était les premiers énergéticiens en fait. Hein. C'était, ils ne faisaient pas payer ou ils faisaient du troc parce que c'était des magnétiseurs ou des soigneurs. Ils soignaient, ou ils faisaient des cours, ils écrivaient, ils étaient des poètes. Et pour ça, il fallait du calme. Mais à l'époque, il n'y avait pas la route, il n'y avait pas la voiture, il n'y avait pas de... Et là, on était hyper tranquille, quoi. Et en plus, ils pouvaient mettre des animaux dehors, sans que ça embête personne. Et du coup, derrière les menhirs, pour entretenir le lieu, pour les cérémonies, justement, ils mettaient peut-être des chèvres dedans pour manger l'herbe entre les pierres, pour que ce soit aussi bien rasmote. Aujourd'hui, il faut se poser la question si c'était pas des moutons ou des chèvres qui étaient là. Et parce qu'il y avait ça aussi, il y avait le côté sédentaire, mais légèrement primitif en fait, tout en gardant les origines du lieu, quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rebouteux, de druides, qui était à l'excentré des villages, parce que le grand village de Monteneuf est pas loin, hein, il y a 2 km, et de l'autre côté vous avez Guerre à 3 km. Donc vous êtes au milieu de 2 grands bourgs, hein, et les rebouteux étaient souvent dans les campagnes, des bourgs, pour pas que ce soit trop loin, mais pour pas que ce soit non plus... Voilà. Et du coup, il y avait peut-être ça aussi, donc on ne sait pas. Donc du coup, ce serait fort probable que les 4 visages que j'ai vus d'affilée, c'était peut-être... en sachant que la 4e fois que tu l'as vu, j'ai entendu aussi quelque chose près de ton oreille. En fait, la 4e fois que je l'ai vu, je ne l'ai pas dit de suite parce que franchement, c'était la première fois que je voyais ça de mes yeux. Je sais que j'ai des capacités et tout, mais c'était la première fois que je voyais vraiment de mes propres yeux quelque chose. Et la 4e fois que je l'ai vu, j'ai rien dit, j'ai laissé passer. Et au même moment, Alex a entendu comme un bourdonnement à l'oreille. Et il s'est levé, mais vraiment, il a pris peur. Il s'est levé et il a dit qu'est-ce qu'il y a enfin, donc lui, nous, forcément, on s'est posé la question. Alors, le bourdonnement, ça peut être plein de choses.
Oui, ça peut Ça être plein peut de être choses. aussi un acouphène lié à un esprit qui vous contacte. Ça peut être aussi le bourdonnement d'une entité animale, parce qu'il ne faut pas oublier que les animaux ne savent pas parler, hein, même si vous avez une entité cheval, bœuf ou mouton sur une photo ou sur une vidéo. Ils ont quand même leur bruit de l'époque. Et une vache ou un lapin, ça fait plein de bruit, ça peut être plein de choses. Mais en l'occurrence, il ne faut pas enlever ces éventualités-là, on va dire. Ces éventualités. Et donc du coup, ça s'est passé au même moment que j'ai vu, et je lui ai demandé, je lui ai dit, t'as entendu, enfin moi j'ai vu un visage, mais de quel côté est-ce que t'as entendu le bruit? Et il a entendu le bruit du même côté où j'ai vu le visage, donc c'est ça en fait la concordance. Donc en fait la concordance qui est frappante déjà dans votre épopée, parce que dans cette sortie, c'est vraiment qu'il y a des synchronicités entre ce qui se passe, en fait, les faits réels qu'on ressent, qu'on sent, qu'on entend, et les choses, on va dire, un peu plus paranormales, c'est-à-dire les visuels. Ouais. Et les visuels, c'est important, et pour mettre un mot sur ce qui suit. Donc du coup, tout est... Oui, je pense qu'il y a beaucoup trop eu de synchronicité sur ce coup-là, et je pense que votre enquête, pour moi, elle est belle. Oui, bah de toute façon, on l'a trouvée belle, hein, de toute manière. Et la preuve la plus incroyable qu'on ait eue, et je pense que c'est l'un des PVE qu'on a eu... les plus clairs et distincts. Les plus clairs, distincts, les plus beaux qu'on ait eu depuis 3 ans qu'on fait des enquêtes, ça a été le capitaine qu'on a entendu, en fait. Clairement, plus. On a entendu toutes les deux, donc il y avait Sandrine qui était là, moi j'étais là, on a entendu un tss, comme ça, à l'oreille nue. D'ailleurs, on l'a réécouté sur la caméra. Oui, on l'entend aussi. Je dis tiens, c'est qui dit ça? Et donc on pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et quelques secondes après, on entend une voix dire capitaine. On entend une voix dire capitaine, comme ça. Et alors au début, moi je crois que ça disait je t'aime, alors j'étais. C'est vrai qu'on avait M, au début on croyait que c'était M, à la réécoute c'est bien capitaine. Ça disait capitaine, alors, vraiment. Par rapport à ton histoire tout à l'heure de champ de bataille, des maisons comme ça qui étaient aussi dans les campagnes, c'était très bien pour dormir la nuit, pour faire d'un point A à un point B pour des régiments ou des petites troupes qui devaient rejoindre, par exemple, une garnison beaucoup plus grosse. Ça pouvait être, parce qu'ils y allaient en marchant. Il ne faut pas rêver, ils n'avaient pas de vélo, ils n'avaient pas... C'est vraiment... Donc c'est possible aussi que tu sois tombé, vous soyez tombé sur une entité de peut-être un officier. Oui, c'est la question qu'on s'est posée. C'est arrêté dans l'ancienne chaumière qui, elle, avait été retrouvée d'ailleurs, je me rappelle. Elle a été non seulement déterrée de la terre qu'il y a là, parce qu'ils ont retrouvé quand même les bastards, les plus gros bastards, donc ils ont eu l'idée de refaire la même chose. Et du coup, ces bastards-là sont restés intacts. Ils étaient dans la terre et elle avait brûlé. Donc c'est pour ça que je te dis, oui, une flèche ou un truc ou un cocktail molotov sur la chaumière, voilà, on tue des officiers aussi, ça peut être ça. Ouais. Donc il y a plein d'éventualités possibles, imaginables. Mais par rapport au mot capitaine, je vois pas de marin ici. Hein. Non, je pense plus que c'est ça. Je pense que c'est plus un officier qui est mort, brûlé peut-être dans la chaumière, hein, j'en sais rien. Et du coup, on n'en sait pas plus. Et du coup, pour moi, c'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai demandé s'il était probable justement que des soldats soient venus ici durant la guerre. Oui, parce que oui, bien sûr, pour un truc comme un endroit de passage. Oui. Mais c'est pareil, il y a aussi des petites garnisons, et ça on n'a pas pensé tout à l'heure à en parler, mais il y a des petites garnisons, des petites troupes, toutes petites troupes qui devaient rallier l'Orient, qui devaient rallier, et puis on peut rejoindre l'Orient par là, hein, on passe par Monteneuf, Vannes, rejoindre Vannes ou récupérer la grande route de Vannes, c'est à 10-15 km. Donc à pied à l'époque, pour des gens bien entraînés comme des militaires,
c'était tranquille. Mais s'ils avaient fait 60 ou 80 km dans la journée à pied, voilà, il fallait bien qu'il y ait un endroit et bah, des petits endroits comme ça, bah, c'était tranquille, au moins tu peux faire ton feu, tu manges, tu reposes et puis voilà quoi. D'accord. Oui, donc ça pourrait être une éventualité du coup. A priori, je pense que oui, je pense que c'est plus ça. Après, point de vue visage, bon, moi je les ai pas vus. J'ai pas vu les photos, j'ai pas vu la vidéo. Mais voilà, pour moi, c'est ça. C'est un officier qui est resté là, dans ce coin-là, voilà, tout simplement. D'accord. Aussi. Non, bah écoute, je pense que voilà, on a quelques réponses par rapport à certaines questions qu'on se posait. En tout cas, on te remercie d'avoir participé à cette vidéo et d'avoir accepté de conter l'histoire, la légende des Corrigans des Menhirs là. Et voilà, et on te remercie. Merci. Merci à vous et puis à bientôt. Alors. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, comme on dit. Le site des mégalithes est l'un des lieux les plus surprenants que nous ayons effectué en enquête. Entre son histoire, son patrimoine naturel et ses phénomènes dits inexpliqués, cet endroit niché au cœur des landes de la forêt de Brocéliande nous fascine. Nous n'avons pas terminé de tout comprendre, de tout apprendre sur ces lieux légendaires et mystiques. La Bretagne est l'une des régions les plus mystérieuses de France. Alors peut-être que même vous, lors d'une promenade au gré de ces sentiers sombres et escarpés, vous tomberez nez à nez avec une fée, un elfe ou un corrigan.